bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Squad Expert. Aujourd'hui, on va faire un petit retour d'expérience et d'analyse sur l'incident CrowdStrike du 19 juillet 2024. Et pour ce faire, on accueille deux de nos practice leaders pour débattre de ce sujet. Lionel, la practice leader DevSecOps. Bonjour Lionel. Bonjour. Et Romain, notre practice leader cybersécurité. Bonjour Romain. Bonjour à vous. Alors, on va aborder le sujet sous différents angles. On va se refaire une petite chrono. On va papoter des impacts. On va tenter d'essayer de tirer les leçons de tout ça, et les leçons sont nombreuses. Et puis surtout voir qu'est-ce que ça a pu avoir ensuite comme impact beaucoup plus général que ce qu'on a pu lire dans la presse sur le name and shame, sur CrowdStrike, etc., qui est un peu facile. Et on verra que ça va beaucoup plus loin que ça. Mais avant de rentrer dans le vif des questions, je voulais vous faire mon petit retour d'expérience sur la manière dont j'ai appris cet incident. Parce que j'étais en congé ce jour-là, en week-end prolongé en direction de Toulouse. Et à 10 minutes d'arrivée dans la gare de Toulouse, petit message de la SNCF qui nous dit on n'a plus de système de gestion de l'ordre des arrivées à la gare. Et je me dis tiens, c'est original quand même. Et mon smartphone était coupé, donc il n'y avait pas mes pop news cyber habituels. Et à côté de moi, un couple d'Américains viennent aggraver ce constat oral. Le gars était pilote et sa femme lui dit ah là là, mais heureusement que tu voles pas aujourd'hui. Il y a des milliers de vols cloulés au sol aux US. J'ai dit merde, alors là j'ai raté un gros truc. Et effectivement, une fois que j'ai réussi à allumer un site de news, je suis tombé sur tout ce sujet CrowdStrike. Donc je trouvais ça amusant de vous faire un rétexte d'une boîte cyber qui, en ce qui me concerne en tout cas, ne l'avait pas vu passer en live. Voilà. Ou et d'une manière bien détournée. Alors peut-être pour commencer de manière très un peu vue d'avion, Lionel, Romain, qu'est-ce qu'on peut dire sur concrètement qu'est-ce qui s'est passé avant qu'on deep dive un peu plus? Ouais, tout à fait. Merci Maxence. Alors je vais parler un petit peu du contexte général. Donc l'incident CrowdStrike, donc tu l'as dit, il en date du 19 juillet 2024. Alors, tu vois, il a été marquant. Tu en as été témoin dans le domaine de la cybersécurité parce qu'il a affecté des millions de dispositifs à travers le monde. Donc, CrowdStrike, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise leader en cybersécurité et il propose un XDR, donc Falcon, qui est une solution qui permet de faire de la surveillance en temps réel des activités de nos systèmes et pour détecter également des comportements malveillants et faire de la rémédiation. Donc le 19 juillet 2024, il y a une mise à jour de configuration du Falcon Sensor qui a malheureusement déclenché une cascade de défaillances qui a perturbé l'ensemble des systèmes Windows sur lesquels il était installé. Et cet incident, il a en quelque sorte révélé les risques inhérents aux mises à jour de logiciels critiques et la façon où ces vulnérabilités des systèmes sont fortement intégrées dans des infrastructures complexes. Alors, si on veut rentrer un peu plus dans le détail, alors techniquement de tout ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ouais, c'est ça. Alors, avant de rentrer peut-être dans le détail, je vais faire une petite chronologie, un petit déroulé de l'incident. Donc, ça a commencé à 4h09 UTC, lorsque CrowdStrike a déployé la mise à jour de configuration pour le Falcon Sensor. Donc, il a déployé cette mise à jour sur les équipements Falcon équipés de la version 7.11 et supérieure. Et cette mise à jour censée améliorer les capacités de détection des menaces contenait en fait une erreur logique dans la manière dont le capteur il interprétait certaines opérations système. Et cette erreur a provoqué des détections incorrectes, en fait des faux positifs et une surcharge, si tu veux, des ressources système. Ça a entraîné des plantages massifs, comme on a vu, et des interruptions de nos services critiques. Donc, dans un petit résumé chronologique de l'événement, dans 4h09, comme je t'ai dit, il y a eu le déploiement de la mise à jour. Ensuite, entre 4h10 et 5h26, tu avais les dispositifs qui ont reçu la mise à jour qui commencent à rencontrer des problèmes, et notamment des plantages et des redémarrages en boucle. Et du coup, à ce moment-là, il n'y a pas un mécanisme quelconque, même côté CrowdStrike, qui leur dit « Ok, les gars, attendez, on a un sujet, quoi ». Alors, il y a un retour, effectivement, mais il n'y a pas de rollback automatique, tu vois. Il n'y a pas eu de rollback pour mettre en place directement l'ancienne version qui était stable
Mais ils ont été notifiés, CrosStrike, l'équipe de CrosStrike, et donc c'est pour ça que dans la minute qui a suivi, ils commençaient, tu vois, à travailler sur une solution en disant voilà, il y a eu un couac, et ils ont publié 1 heure après un communiqué pour informer l'ensemble de ses clients des problèmes et des mesures de contournement. Et à partir de 7h15, il y a une version corrigée de la mise à jour qui est déployée afin de récupérer un petit peu les systèmes affectés. Mais à 8h30, alors il y a une grande majorité des systèmes qui ont été rétablis, mais il y avait quand même des effets résiduels persistants sur certaines infrastructures. Et pour entrer maintenant dans le détail technique, c'est cette intégration profonde du Falcom Sensor avec le système d'exploitation Windows, qui était vraiment la route cause, avec principalement le niveau de privilège. Le Falcom Sensor, il est en mode noyau, kernel, et il surveille l'ensemble des activités critiques, tu vois, telles que les appels système, le multithreading, les accès au registre, tu as les modifications des fichiers. Et en fait, c'est ça. En fait, cette intégration vraiment étroite qui permet, dans un sens, c'est pas mal, tu vois, d'avoir ça parce que ça permet la détection effectivement rapide et efficace des menaces. Mais on voit qu'elle rend également le système vulnérable en cas de dysfonctionnement de ce capteur, quoi. Et alors les autres solutions de l'XDR, c'est un fonctionnement normal, ça, pour un XDR, ce niveau de privilège? Alors souvent effectivement c'est basé sur le mode noyau. Tu as différents modes, aussi le mode utilisateur. Et justement, c'est peut-être en ouverture, on en discutera Microsoft, là, ils vont faire un summit avec les grands acteurs cyber pour voir si effectivement... Si vraiment il y a besoin de descendre si loin dans les droits, d'accord. Ok. Exactement, ouais. Aujourd'hui, les EDR, ils ont besoin d'être sur la couche noyau pour pouvoir injecter au moment où les appels sont faits sur le système call une sorte de dérivation en fait pour pouvoir analyser le comportement qui est en train de se passer. Sinon, ils ont pas le moyen de voir ce qui est en train de se passer. S'ils sont sur la couche utilisateur, il manque énormément d'informations. C'est malheureusement ils n'ont pas d'autre méthode aujourd'hui que de se mettre sur l'API au niveau corps pour pouvoir analyser les comportements. C'était d'ailleurs j'avais vu passer cette actualité sur tous les fans comme moi qui sont sur Mac et qui disaient ça c'est des choses qu'on n'a pas sur Mac. Et il se trouve que c'est exactement le même comportement Mac c'est juste qu'on est obligé de valider l'accès au logiciel, mais les logiciels de sécurité de Mac fonctionnent aussi de la même manière. Exactement. Ok, très bien. Bon, un troll gratuit alors. Ok. C'est ça. Je peux rebondir également donc sur la faille rencontrée au niveau, comme je l'ai dit là, des interactions entre les différents processus, l'accès au registre. En fait, tout ça, ça a fait des faux positifs et donc le Falcom Sensor, il a considéré comme étant des vulnérabilités. Et donc ça a fait, tu vois, une augmentation massive des alertes, des logs, ça a surchargé le processeur, saturé la mémoire. Et voilà, et donc c'est ça qui a provoqué des ralentissements et des plantages système. Et si on veut la faire un peu cyber pour les nuls, en fait, il s'est auto-généré des alertes, quoi. Exactement. Du fait de son comportement. C'est ça. Et au vu du grand nombre d'alertes, il n'a pas pu les traiter et ça a fait planter effectivement, comme il était au mode noyau, les systèmes d'exploitation. Et on avait le cas un petit peu le phénomène de rest condition qui s'est manifesté au niveau du noyau, c'est-à-dire que plusieurs processus ils tentaient d'accéder simultanément à la même ressource. Et le Falcom Sensor, lui, il essayait d'intercepter, tu vois, ces accès, et ça a provoqué des conflits, et voilà. Et donc, le système, il pouvait plus gérer efficacement l'ensemble des processus concurrents. Et comme tu l'as dit, il s'est auto-killé lui-même, si tu veux. Il a entraîné donc des blue screen of death, des PSOD, sur les nombreux dispositifs qui ont forcé le redémarrage vraiment manuel des postes. Ouais. C'est ça, c'est un point intéressant à voir sur justement le fait qu'on ait vu la réapparition des blue screen, alors que pas mal de monde s'étonnait en disant il me semblait que le blue screen avait disparu depuis Windows 10. C'est vrai qu'effectivement les utilisateurs ne voient plus de blue screen par cette séparation couche utilisateur, couche noyau. Sauf que couche utilisateur, quand un process plante, c'est juste le logiciel qui répond plus. Il est tué par le système ou l'utilisateur finit par le tuer lui-même. Alors que sur la couche noyau, effectivement, dès que ça plante, c'est un kernel panique et c'est ce fameux écran bleu.
Donc c'est pour ça qu'on les a tu revus. vois, voilà, c'est comme que je suis vraiment néophyte de l'histoire. Merci, merci pour l'éclairage, Romain. Mais ok. Et alors, du coup, toujours dans cette logique-là, comment ou pourquoi il a fallu X redémarrage afin que leur patch passe? Parce qu'il me semble avoir lu ça quelque part. Et tu vois en quoi le nombre de redémarrages affecterait le fait que ton patch fonctionne ou pas? Ouais, c'est ça. Alors, il y a eu donc une procédure de la part de CrowdStrike pour enlever, si tu veux, dans les fichiers système un fichier en fait de configuration qui en fait lors du démarrage s'appuyait dessus et faisait planter. Donc là, il y avait un problème, si tu veux, workaround qui était proposé en supprimant ce fichier, en faisant une série d'actions pour que après le redémarrage ne soit pas bloqué par le fichier de configuration qui avait déployé donc cette mise à jour. Voilà. Donc ça, c'était pourquoi donc il fallait faire des actions et redémarrer. Et ensuite, donc là, j'ai vu vraiment, on a vu la conséquence de tout ça et comment ça s'est passé niveau processus. Après, la root cause, tu vois, c'est effectivement le déploiement de la mise à jour en fait, qui a été effectué de manière globale. Alors, sans doute sans test, tu vois, sans test Canary, tu vois, ou Blue Green Deployment. Pas assez, en tout cas. Voilà, pas assez, ou un déploiement progressif, peut-être ça aurait été judicieux pour voir un petit peu l'impact de cette nouvelle version à un échantillon vraiment réduit. Et ce choix, tu vois, de faire une mise à jour globale centralisée, ça a permis effectivement aux bugs de se propager très rapidement sur des millions de dispositifs. Et comme je l'ai dit, c'est vrai que là, en plus, l'absence de mécanisme de rollback, tu vois, automatique, ça a aggravé la situation. Les systèmes, ils pouvaient pas revenir à une version stable de configuration. Une fois que malheureusement la nouvelle version avait été déployée. Ouais, Lionel, du coup, je me demandais, tu vois, quand on voit l'ampleur du truc, et puis CrowdStrike, c'est pas la PME du coin, est-ce que ce mode de fonctionnement de déploiement un peu massif est observé chez d'autres grands constructeurs cyber, hein, tu vois, ou est-ce que vraiment là c'était un défaut de process, un défaut humain, tu vois, quelque chose qui s'est mal passé dans le rouage CrowdStrike, ou est-ce que finalement c'est assez commun ce genre de déploiement à très très grande échelle, avec peu ou pas de before, quoi? Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a eu plusieurs facteurs, effectivement, peut-être facteur humain, et c'est un petit peu, c'est ça, la conjonction de ces différents facteurs qui ont fait qu'on s'en est retrouvé là. Alors, c'est assez commun, effectivement, dans le déploiement de mise à jour. On peut le faire comme ça de manière vraiment centralisée sur des millions de devices, mais il faut que ça soit testé, robuste et prendre en compte vraiment tout l'ensemble de l'hétérogénéité de nos systèmes, tu vois. Peut-être que les tests ont sans doute été faits, je remets pas, on va dire, en cause côté CrowdStrike, mais quand même, de ce qu'on voit là, ça aurait été bien d'élargir au moins les systèmes, tu vois, parce que là, visiblement, il y a eu un loupé. Alors un loupé au niveau peut-être test effectivement de la configuration en amont quand ça a été déployé, au niveau intégration aussi de cette solution sur les différentes plateformes avant de pré-production, et aussi on peut se poser la question, comme je l'ai dit, de l'échantillonnage, de dire voilà, on a tel système. Est-ce que sur un système bien particulier, dans un secteur d'activité bien particulier aussi, avec d'autres restrictions, comment ça réagit? Et peut-être que ça n'a pas été poussé assez en tout cas, envisagé de ce point de vue-là, ouais. Alors, c'est gentil, tu me fais le lien vers la suite. On parlait, tu viens d'évoquer une notion qui est assez importante. Quel secteur, tu vois, économique ou secteur d'activité et quelles plaques géographiques ont été les premières touchées? J'imagine les US, vu la localisation et la clientèle de CrowdStrike en premier, mais de ce que je comprends et ça veut dire de ce que j'ai vécu, ça a été beaucoup plus loin que l'Atlantique. Ouais, c'est ça, c'est vraiment mondial, et cet incident, si tu veux, il a eu des impacts à tous les niveaux, que ce soit sur les impacts de nos systèmes IT, économiques et aussi réputationnels. Donc si je fais un focus sur l'impact IT, oui, ça a perturbé une vaste gamme de services critiques, notamment les hôpitaux, avec leur système de gestion, par exemple des dossiers médicaux, là, les EHR, qui sont devenus complètement inaccessibles. Et donc, ça a forcé même le report d'opérations chirurgicales. Dans le secteur financier, par exemple, tu as des banques qui ont rencontré des interruptions au niveau de leurs services en ligne. Donc, ça a affecté l'ensemble des transactions bancaires, mais aussi les opérations de trading. On peut notamment citer les services de diffusion médiatique également.
qui ont été fortement impactés avec des interruptions de diffusion en direct. Tu as également, comme tu l'as mentionné dans tout ce qui est transport, et on l'a vu un petit peu dans les actualités, tout ce qui était dans le domaine de l'aéronautique, avec les vols qui ont été retardés voire annulés, avec des fameux blue screen of death sur l'ensemble des terminaux. Voilà, donc ça a eu un impact majeur sur tous nos systèmes IT. Et ce que ça souligne, hein, en fait, il y a une notion qui m'est chère en ce moment, en tout cas dans les sujets sur lesquels on travaille depuis quelques années, qui sont toutes les notions de supply chain, tu vois, de criticité de la supply chain. Mais on a un regard du fait du métier de squad, un regard très cyber, tu vois, du sujet, au sens garantie du niveau de sécurité des fournisseurs. Ce qu'on a peut-être moins, ou en tout cas qui est plus récent, c'est peut-être un niveau activité du terme, c'est-à-dire tu as un provider qui te fournit, j'en sais rien, ton logiciel de compta ou ton logiciel de flux de data financière de bourse par exemple, peu importe, type Bloomberg ou d'autres. Et effectivement, c'est un de ces maillons de la chaîne là qui plante du fait d'un incident comme celui qu'on a vécu là en juillet. Bah, ton service, toi, est affecté, même si en l'occurrence tes Windows n'étaient pas protégés par du CrowdStrike chez toi, quoi. C'est ça. En fait, c'est l'interconnexion de tous ces services qui font que, à un moment ou un autre, t'es un maillon de la chaîne et tu vas être impacté par ça. Donc ça soulève effectivement des questions pour aborder peut-être à la fin de ce podcast, mais sur la souveraineté numérique et est-ce que cet incident-là, justement, qui ça fait un SPOF, hein, vraiment cette mise à jour sur l'ensemble de nos systèmes, est-ce qu'il ne faut pas un petit peu repenser notre dépendance numérique, tu vois, sur ces gros outils. Clairement, on voit qu'on est tous connectés et cette mise à jour là, tu vois, oui, il faut la prendre en considération et que ça serve de leçon pour la suite. Ouais. Et alors, d'un point de vue très matérialiste, parce qu'il me semble avoir lu déjà qu'il y avait des grosses discussions d'assurance diverses et variées, justement du fait de cette imbrication-là, mais concrètement, est-ce qu'on a une idée de l'estimation, tu vois, du coût global de cet incident ? Bien sûr. Alors, les pertes économiques, au départ, elles étaient estimées entre 850 millions de dollars et 1,2 milliard. Okay. Et maintenant, en fait, il y a eu un nouveau rapport de Parametrics avec donc les entreprises du Fortune 500 et on est plus aux alentours des 5,4 milliards de dollars de coûts. Pas mal. Okay. Pas mal. Et donc, en fait, ça, si tu veux, les chercheurs de Parametrics, ils ont constaté qu'environ 25% de ces entreprises-là, du Fortune 500, elles ont subi des perturbations financière, tu vois. Donc, si tu veux, dans le secteur de la santé, c'est près de 2 milliards de dollars de pertes estimées. Côté bancaire, on est à un peu plus de 1 milliard de dollars. Et 100% du secteur des transports et des compagnies aériennes ont été touchés. Voilà. Et donc, cette impact-là sur les revenus, elle inclut donc le coût de récupération, la perte de productivité. Et donc, on a vu que CrowdStrike a été sévèrement endommagé aussi, avec sa réputation qui a chuté de près de 12 points de sa valeur boursière le jour de l'incident. Ouais, le problème de ça, parce que c'est facile de name and shame dans le cas présent, mais en l'occurrence ça aurait pu arriver, je pense, à n'importe qui. Ah oui. Et puis surtout quand on a ce niveau d'imbrication mondial. Et puis surtout, ce que je trouve dans les stats que tu citais là sur la chute de l'action CrowdStrike, je crois que ça a aussi fait chuter un certain nombre d'autres valeurs boursières de structures cybersécurité. Et ça prouve bien un peu finalement le fait que quand il arrive ce genre de choses, c'est pas un cadeau à la concurrence, comme on pourrait le penser un peu instinctivement, en se disant si CrowdStrike vend plus, ce sera une autre solution d'XDR qui va prendre les parts de marché, et puis ce serait un comportement un peu binaire, mais peut-être logique. Et finalement, pas du tout. On y reviendra peut-être un peu sur la fin. Là, sur ce sujet-là qui est un peu plus de la théorie. Mais en tout cas, je pense que l'impact négatif et cet impact réputationnel se limite pas du tout à CrowdStrike ou à Microsoft, mais a touché beaucoup plus d'éditeurs et d'acteurs de la cybersécurité, et donc peut-être in fine du niveau de résilience globale des entreprises mondiales, quoi.
On y reviendra. Il y a un autre point que je voudrais. Pardon, Romain, excuse-moi. Non, je t'en prie. Au contraire, c'était pour rebondir là-dessus, mais on verra vers la fin. Ouais, parce que c'est un peu plus large et je voulais revenir sur un truc un peu plus concret avant qu'on se lance là-dedans, qui est bon. Une fois qu'on s'est dit tout ça, on a vu la chrono, on a vu concrètement à peu près ce qui s'était passé et d'où ça venait, les impacts très temps réel et dans la chaîne chronologique qui a suivi. Alors qu'est-ce qu'on fait du coup pour que ça n'arrive pas? Avant qu'on revienne après sur des considérations plus globales. Oui, alors qu'est-ce qu'on fait pour que ça n'arrive pas? Alors ça va arriver, ça arrivera encore, ça arrivera encore, malheureusement, mais oui, ce qu'on peut déjà noter, c'est mettre en place des tests adéquats, tu vois, vraiment en situation. Et ça peut être le processus de validation, tu vois, de la mise à jour qui n'a pas, moi je le perçois comme ça, clairement, qui n'a pas inclus de tests assez poussés sur les environnements diversifiés. Et et ça a permis donc ce bug, on va dire, de passer inaperçu. On peut dire l'automatisation des tests aussi, qui n'ont pas détecté l'interaction complexe entre le capteur Falcon Sensor et certains processus système critiques. Tu as également. Ça serait quoi, une mauvaise conf de l'automatisation là sur le. Ouais, c'est ça, mauvaise conf et mauvaise, on va dire, jeu de test aussi, tu vois, sur cette nouvelle version. On peut se porter aussi notre regard sur l'approche centralisée, un peu qui est excessive, tu vois, cette architecture Crossdrive pour la gestion de mise à jour, ça a transformé ce qui aurait pu être un problème localisé en une défaillance mondiale. Et donc le déploiement simultané. L'exercice de crise mondiale. C'est ça, exactement. Temps réel. C'est ça. Okay. Et donc ce déploiement simultané de la mise à jour, ça crée vraiment un point de défense unique. Et donc ça aussi, on pourrait se poser la question de revoir un peu cette politique de patching. Tu as également tout ce qui est absence de mécanisme de rollback, ça m'a quand même interpellé, où les systèmes ils étaient pas du tout préparés pour un retour arrière rapide à une configuration qui était stable en cas de problème. Et donc ça a prolongé aussi ce problème de rollback, vu de ma modeste compréhension, il est plutôt du côté des clients, du coup c'est ça, des utilisateurs de CrowdStrike, ou de leur côté à eux. Alors moi je suis partant 50-50. Il est clair que côté client, tu vois, peut-être qu'il y a des mécanismes qui n'ont pas été mis en place de manière à ce que assurer une certaine résilience au niveau infrastructure, mais également de la part, je pense, d'un éditeur leader, tu vois, sur ces solutions-là, qui quand ils prennent la peine de faire une mise à jour centralisée sur des millions de devices. Ils se doivent, je pense, d'avoir quand même une solution de rollback, en plus que ça a été détecté dans la minute pour corriger. Et donc ça, c'est vrai que cette solution-là de rollback, peut-être qu'il y en avait une qui était existante, mais manifestement, elle n'était pas du tout à la hauteur, tu vois, de la portée de la mise à jour, quoi. Ok. Et tu évoquais aussi un sujet autour du patching et peut-être de la manière dont c'était fait. Romain, tu as un avis sur cet aspect-là ? Oui, tout à fait. Ça fait sens un petit peu à une conférence que j'ai suivie il y a pas très longtemps qui remettait l'accent sur le fait de réinclure l'humain sur tout ce qui était gestion de patching, de vulnérabilité. Aujourd'hui, on a beaucoup d'outils qui permettent de faire des mises à jour automatiques. On a beaucoup de dashboards qui montrent les vulnérabilités, qui montrent les patchs à passer. Là, on se rend compte que l'outil, probablement pour tout le monde, c'était un outil qui devait être mis à jour de manière automatique parce que c'était un outil de sécurité et c'est clairement pas la bonne pratique qui était à faire ici. Au même titre que tous les autres outils, il faut adopter un processus de test, comme l'a dit Lionel. Il faut regarder chez le client, donc l'utilisateur final, quel est l'impact qu'il va y avoir de mettre à jour un système. C'est pas anodin de mettre à jour un programme. On le fait, on fait très attention quand ce sont des outils qui sont extrêmement nécessaires pour le business, qui vont avoir un impact. Là, on se rend compte que souvent sur ta prod applicatif, quoi. Voilà, c'est ça. Okay. Prod applicatif, on va passer par des centaines d'approbations, de tests en amont, de tests de vulnérabilité pour vérifier si on n'a pas des régressions. On fait plein de choses. Et là, on donne une confiance aveugle à un éditeur tiers, alors que on le faisait déjà pas chez Microsoft. Ça fait bien longtemps qu'on sait que les patchs du jeudi, on fait un petit peu attention. Là, maintenant,
peut-être que de remettre un peu d'émotion dans la gestion de la vulnérabilité, de se dire c'est joli, ça j'aime bien l'émotion dans la vulnérabilité. C'est chic. Ça va peut-être ouvrir aussi du coup d'autres processus, la sécurité, la cybersécurité, la résilience, l'IT, c'est énormément de paramètres. Ils sont pas à laisser. Là, je pense que l'impact financier qui a été joué, ça va non seulement remettre à l'ordre du jour beaucoup de projets qui avaient dû être abandonnés sur la sécurité et du coup la gestion de vulnérabilité qui est vraiment une discipline dans lequel on met le patching aussi, qui est vraiment une discipline maintenant à part entière. Okay. Et comme tu le dis, Romain, cet incident, ça souligne l'importance d'adopter cette approche zéro trust, tu vois, où on le voit bien, on considère que chaque composant il est traité comme potentiellement vulnérable. Avec des validations continues, même après déploiement, et on doit faire de même avec des outils de détection de vulnérabilité. Tu vois, donc effectivement, peut-être que le problème il n'a pas été pris de manière globale pour ces outils-là de cyber, tu vois, EDR, en disant on fait une confiance aveugle dans ces outils-là en disant de toute façon ils auditent tout notre système, il n'y a pas besoin entre guillemets de les monitorer et de les considérer comme étant vulnérables. On le voit maintenant que si, en fait, il faut vraiment adopter cette approche zéro trust de partout, que ça soit aussi bien dans nos applications que les outils cyber qu'on met en place. Alors, ce que tu dis est vachement intéressant, tu vois, parce que pour avoir mené, avec vous, messieurs notamment, un certain nombre de POC autour de tel ou tel produit de sécurité, on s'intéresse souvent plus à la technicité et à ce que fait le produit et à quel point il le fait bien, plus que, à la manière dont il s'intègre dans l'infrastructure, et encore que ça va mieux ces dernières années, mais la manière dont il fonctionne intrinsèquement, quoi. Et qu'est-ce qu'il peut porter lui, ou qu'est-ce qu'il peut faire encourir lui comme nouveau risque face ou en tout cas à l'aune d'une stratégie de résilience globale, quoi. En quoi un nouveau produit de sécurité pourrait impacter ou non tout ça. Et instinctivement on se dit j'achète un nouveau produit de sécurité, ça contribue à la résilience de ma boîte. Oui mais quoi. Oui mais. C'est ça. C'est ça, effectivement, comme tu le soulignes, le but c'est d'avoir une approche holistique un peu de cette intégration de nouveaux outils, tu vois, dans mon écosystème. Est-ce que c'est pertinent? Quels sont aussi l'impact de ça? Vraiment, c'est ça. Alors, tu vois, c'est bien, on l'a fait au niveau applicatif de nos solutions. Mais est-ce que c'est pertinent d'utiliser tel outil? Est-ce que j'en ai vraiment la nécessité? Et il faut avoir une approche, c'est ça, vraiment globale, holistique de cette intégration, puisqu'on voit que tu vois, ça paralyse des millions de devices et ça clairement, ça au niveau des boîtes de secteur aéronautique, médical, bancaire, ça n'a pas été pris, ça n'a pas été assez sensibilisé, tu vois, sur cette vulnérabilité, tu vois, potentielle. Donc oui. Et alors, je vais poser une question un peu tarte à la crème, mais est-ce que l'IA aurait pu nous aider? A priori, ça sert à tout. Non, mais plus sérieusement, est-ce que tu vois, peut-être sur la partie détection, sur la partie maintenance prédictive, qui est un sujet sur lequel on bosse déjà depuis longtemps avec l'aéronautique, est-ce que dans un contexte comme celui-ci, ça aurait pu faire quelque chose? Alors, dans un contexte plus général, j'aimerais bien te répondre que l'IA, elle aurait pu nous aider, dans le sens où j'ai espoir qu'à terme, des processus comme on peut retrouver en red teaming, qui sont la simulation de comportements, des malveillants, de l'adversary émulation, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en place pour tous ces outils de sécurité, pour tous ces processus qui, en fait, on a un témoin, on a une zone témoin, et puis l'IA se comporte comme si c'était soit tantôt la menace qui est censée être prémunie par le logiciel, soit par l'utilisateur sur un comportement. Et dans ce cas-là, on pourrait simuler très facilement, lors des phases de test, ce qui s'est passé réellement, mais à l'échelle planétaire. Donc, potentiellement, on pourrait arriver à ce genre de choses. J'ai espoir, j'ai lu pas mal de papiers sur des modèles justement qui sont isolés, qui apprennent automatiquement sur beaucoup de choses. Bon, c'est beaucoup utilisé sur le réseau aujourd'hui et sur la détection des vulnérabilités sur les
justement sur les comportements, mais je pense qu'à terme, c'est des choses qu'on pourra voir, voire même du coup, ça pourrait remplacer CrowdStrike sur les EDR, puisque ce serait localement aussi que ça pourrait faire ce genre de choses. Par contre, alors tu vois, ce qui est rigolo dans la manière dont tu présentes le truc sur l'IA, c'est que ça revient un petit peu à ce que je disais sur le trust que tu fais un produit de sécurité. C'est-à-dire on l'aborde d'une manière très comportementale ou très attaquant, tu vois. Et sauf que là, est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question de l'IA qui vérifie la manière dont tu déploies tes patchs, quoi? Parce que concrètement, c'est à peu près de ça dont on parle. Et des conséquences que ça peut avoir, tu vois. Il y a peut-être là encore un changement de mindset, quoi. Pour revenir sur le sujet CrowdStrike, et puis pour essayer de conclure et d'élargir un petit peu. Une dernière question par rapport aux actualités qu'on a pu vivre ces dernières années. Est-ce que quand on pense à du SolarWind, qui de mémoire était un sujet rapport au moteur de patch aussi, bon, qui lui avait été infecté, mais est-ce que cet épisode-là aurait pas pu nous servir de leçon quant à l'importance de considérer le potentiel d'accès, les droits et la manière dont les updates sont déployés de produits de sécurité? Tout à fait, Maxence, effectivement, et on voit que malheureusement, ça sert pas de leçon, et c'est des problématiques, qu'il faut avoir en tête sur la gestion des accès. Est-ce qu'on autorise peut-être, pas trop à ces logiciels? Tu vois, on a une confiance aveugle et ils ont des droits, au niveau du kernel, ok, parce que oui, c'est des EDR, ils en ont besoin, mais est-ce qu'ils en ont vraiment besoin sur telle partie spécifique aussi? Tu vois, on peut très bien avoir une segmentation de ces droits-là au niveau peut-être uniquement utilisateur et dans des cas particuliers au niveau kernel. Et si ça arrive au niveau kernel, aussi voir avec l'OS directement, avec l'éditeur, de proposer une solution qui n'affecte pas vraiment l'ensemble du système avec des plantages énormes. Donc ça, notamment, il y a Microsoft qui vont avoir une conférence, qui vont regrouper différents acteurs cyber sur ça suite à cet incident. Ils vont se regrouper pour justement aborder cette chose-là en disant au niveau des droits, est-ce qu'on laisse en full, on va dire, kernel sur les EDR? Est-ce qu'on réduit pas un peu et il y a une partie qu'on peut déplacer sur le modèle utilisateur, c'est sur le mode utilisateur pour avoir moins d'impact, voilà. Et donc c'est des sujets où maintenant, on a vu que ça a impacté énormément, tu vois, de secteurs d'activité, et c'est maintenant, là, tu vois, Microsoft, ils prennent la chose aussi au sérieux en disant, c'est pas normal que ça arrive et que ça plante l'ensemble de nos systèmes. Il faudrait peut-être revoir cette gestion des droits, effectivement. C'est surtout qu'il a été énormément contrarié, qu'on l'accuse en premier lieu, alors que pas du tout. Il s'est très rapidement dédouané d'ailleurs, et il l'a fait de manière un peu sèche, en disant qu'il n'y était pour rien et que c'était un éditeur tiers. Et que c'était pas toujours la faute à Microsoft, certes, c'est un comportement qui est prévu par le système d'exploitation. Malheureusement, oui, effectivement, le souci, c'est que il y a beaucoup d'éditeurs qui ont beaucoup d'accès. C'est peut-être le mauvais côté, on va dire, de Windows, c'est que il y a tellement de possibilités, tellement de logiciels, tellement d'éditeurs qui se mettent que on n'est pas à l'abri qu'il y a un autre CrowdStrike à un moment donné d'une société qui va démarrer, qui aura un super produit de sécurité, mais derrière qui aura pas les équipes adaptées pour assumer la charge de développement. Une erreur et puis voilà, on retrouvera avec le même type de scénario. Donc effectivement, je pense que l'intérêt là aujourd'hui, c'est vraiment de réfléchir sur ce qui s'est passé et d'en tirer des conclusions sur comment mettre un process nickel, de manière à ne pas se retrouver avec le même résultat. Si on veut dézoomer un peu, vas-y, pardon Lionel, excuse-moi. Non, mais tout à fait. Et on voit du coup, tu vois, Romain, tu l'as dit, ça a eu des impacts sur Microsoft aussi. Donc, on a vu son cours aussi qui a chuté. Donc, on voit que pour un acteur, tu vois, cyber centralisé, ça a une mauvaise réputation déjà au niveau de CrowdStrike, de l'éditeur, mais également ça s'est répercuté aussi sur l'ensemble du secteur cyber aussi des EDR, et notamment avec Microsoft, tu vois, sur leur système d'exploitation, alors qu'ils étaient la root cause, ça venait pas d'eux. Donc on voit que quand même une panne comme ça sur une solution cyber qui est massivement utilisée, ça a des répercussions aussi sur les autres boîtes.
Donc ça aussi. Puis sans même parler, tu vois, comme on l'évoquait tout à l'heure, Lionel, de toutes les boîtes qui n'ont pas pu bosser. Et donc, du coup, pour le tout à chacun qui s'intéresse un peu moins à la cyber que nous, qui va peut-être pas voir un sujet CrowdStrike ou Microsoft, mais va voir un sujet, j'en sais rien, moi, de n'importe quelle boîte de retail ou de son hôpital au coin de la rue auquel il ira plus parce qu'il n'aura plus confiance dans le SI de l'hôpital. Enfin, ça peut aller quand même assez loin, quoi. Ah oui, il y a une perte un sujet de patching. C'est ça, perte de confiance et que ça soit sur l'ensemble des acteurs du marché. Tu vois, il y avait un poste qui m'avait fait sourire lors de l'incident de CrowdStrike. C'était son concurrent, donc Kaspersky, qui avait mis un poste en disant regardez, chez nous, ça arrivera jamais. Ça arrivera jamais, mais à quand? Tu vois, c'est juste une question de date. Oui, tout à fait. Ouais, voilà. Donc, c'est pas arrivé jusqu'à aujourd'hui, éventuellement. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, non, donc on voit que ça touche tous les acteurs. Ouais. Si on devait conclure, tu vois, sur les leçons à tirer de tout ça, on a parlé. Alors, je vais essayer de résumer, puis je vous laisse compléter, messieurs, si ça vous va. Parfait. Bon, il y a quand même un gros sujet d'interconnexion déjà. Bon, ça on l'a bien vu du moment où il déploie avec toute la supply chain qui est touchée aussi bien d'un point de vue IT que d'un point de vue, je vais dire, sectoriel, multisectoriel. On a un sujet qui est peut-être encore vraiment trop peu considéré, qui est finalement la confiance qu'on fait aux produits de sécurité, du fait que ce soit des produits de sécurité. Et donc l'espèce de confiance qu'on a tendance à donner automatiquement alors qu'on ne devrait pas, là où comme vous le disiez tous les deux, en infra, sur tous les domaines qui touchent à l'applicatif, à la prod, on a l'habitude de pas faire confiance justement et de vérifier. Je pense qu'on a aussi quand même un sujet de volonté de patcher trop vite. Alors est-ce que c'est en réponse à une actu cyber où on a X milliers de vulnes tous les jours et qu'il faut vraiment patcher le plus vite possible pour corriger, peut-être, mais on a peut-être quand même quelque chose à évaluer de ce point de vue-là. Et puis par contre, à la limite, un effet positif que je vois, c'est que toutes les boîtes qui s'étaient pas posé les questions de la résilience et de la gestion de crise, si tant est qu'il y en a encore en 2024, ont été assez directement confrontées à ça, là. Voilà, de ma fenêtre, mais je vous laisse volontiers ajouter à cette conclusion. Oui, non, tout à fait, Vincent. Tu as bien résumé. Et c'est vrai que on va dire, cet incident-là, c'est un rappel puissant, tu vois, des défis complexes qui posent maintenant les systèmes de cybersécurité, on va dire modernes, ceux qui sont fortement intégrés en profondeur dans nos infrastructures critiques. Et donc, ça montre un peu l'importance d'équilibrer. C'est une juste balance, tu vois, à trouver entre, t'as un produit qui est innovant, il faut pas non plus négliger la résilience et la robustesse de ce produit-là, tu vois, avec des tests rigoureux, une gestion. Peut-être même un peu omnipotent, quoi. Tu vois, les promesses de l'XDR et de, à vrai dire, beaucoup d'autres typologies de sécu. Là, on voit maintenant les produits on top, on-board de l'IA pour remplacer tes SOC. Enfin bon, il y a beaucoup de très belles nouvelles choses dont on citera pas de marque, mais on voit l'idée, qui arrivent et qui sont pas sèches, quoi. Qui sont pas sèches et ce genre d'incident met en lumière qu'il faut vraiment y aller avec parcimonie sur la manière dont on les utilise, à quel point on trust l'éditeur, notamment sur le patch management, etc. C'est ça. Et si on utilise également, pour avoir une certaine souveraineté numérique aussi, de pas être un peu pieds et mains liés à un seul éditeur, est-ce que c'est pertinent d'adopter, dans le cas de notre entreprise, de notre contexte particulier, peut-être d'avoir pas une unique solution qui fait preuve, on va dire, de Graal, mais d'avoir une approche un peu multisolution, tu vois, sur des besoins bien spécifiques. Et comme ça, on pense on diminue, on va dire, cette exposition de SPOF, tu vois, vraiment, qui a été impactant. Et également, la question de cet incident, ça a été la gestion prudente des déploiements, tu vois, et du patching. Tu vois, ça aussi, c'est quelque chose qui est trop peu négligé. La dernière version, on la met à jour? Non. La dernière version, qu'est-ce qu'elle embarque? Est-ce que déjà ils ont regardé ce que ça touchait? Il y a vraiment,
normalement, il faut avoir quand même des équipes qui sont sensibles à ça, et on est un peu fanat du clic bouton dès qu'il y a une nouvelle version, vite je mets à jour. Ben non, tu vois, là, c'est quand même bien de se poser, de dire est-ce qu'on a vraiment besoin de cette mise à jour, qu'est-ce qu'elle embarque, quels sont les impacts derrière, s'il y a un problème, est-ce qu'on a un système résilient de rebond, qu'est-ce qu'on fait. Et peut-être que là, je pense que ça va un peu guider les futures pratiques de l'industrie, tu vois, pour minimiser ensuite les risques de telles défaillances à l'avenir. Je l'espère. Effectivement, c'est tout le mal qu'on peut se souhaiter. Romain, petit mot à ajouter pour conclure? J'ai pas mieux à dire, vous avez parfaitement conclu là-dessus. Oh là là, tu es fort urbain. Et ben merci à tous les deux. Et merci, puis au plaisir pour le prochain podcast. Au prochain épisode. Ça marche. Allez. Merci.